Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr 8 Mont-Blanc, nous sommes le lundi 21 octobre 2019. Tout de suite, les titres de votre journal. Les Suisses viennent de voter pour les élections fédérales. Plus féminin, plus jeune, plus à gauche et surtout plus vert. Nous ferons le point dans ce journal sur le nouveau visage du Parlement suisse. Et le musée savoisien est en pleine rénovation. Et dans le plus grand des secrets, les collections qu'il abrite sont aussi transportées avec la plus grande précaution. Nos voisins suisses ont voté ce dimanche pour renouveler le Parlement national. Le Parlement est composé de 200 conseillers nationaux pour la Chambre basse et de 46 conseillers aux États pour la Chambre haute. Les partis écologistes réalisent un score historique. Les Verts obtiennent 13% des voix et les Verts libéraux 7,9%. L'UDC reste tout de même le premier parti suisse avec 26% des suffrages. Cette Chambre aura notamment pour mission de désigner les 7 ministres du Conseil fédéral suisse en décembre prochain. Pour analyser les résultats, Victoria Lopez s'est entretenue ce lundi après-midi avec un professeur de sciences politiques de l'Université de Genève. On l'écoute. Parti écologiste réalise une percée historique dans ces élections fédérales. Comment expliquez-vous cette performance ? Effectivement, percée historique, une progression spectaculaire, en tout cas à l'échelle de la Suisse, réalisée hier par les Verts et les Verts libéraux. L'explication principale, je crois, elle tient aux préoccupations environnementales qui sont maintenant en tête des préoccupations des Suisses et des Suissesses. Plusieurs baromètres électoraux conduits avant le scrutin le démontrent. Et évidemment, les partis qui sont les plus proches de ces thèmes, les Verts et les Verts libéraux, en ont directement profité. À côté de ça, il y a l'Union démocratique du centre, donc le parti populiste de droite, qui reste le premier parti de Suisse, même s'il perd 12 sièges. Est-ce qu'on peut dire que le parti sort affaibli de ce scrutin ? Oui, l'UDC a été affaibli, effectivement. L'UDC a perdu presque 4 points de pourcentage, 12 sièges sur les 64 qu'il avait auparavant. Il y a 4 ans, l'UDC avait beaucoup profité de la crise des réfugiés. On était à l'époque au moment de cette fameuse crise des réfugiés de l'été 2015. L'UDC avait pu utiliser ce contexte très favorable pour faire peur aux Suisses et aux Suissesses, évoquer la menace d'une invasion de requérants d'asile qui ne s'est pas produite d'ailleurs, mais l'UDC avait progressé de 3 points de pourcentage. Là, ils perdent 4 points de pourcentage, mais il reste néanmoins le plus grand parti de Suisse. Alors il faut bien voir qu'hier, tous les partis traditionnels, les partis dits gouvernementaux, ceux qui sont représentés au Conseil fédéral, ils ont tous perdu avec des degrés divers. Le moins, c'est le Parti démocrate chrétien, il a perdu 0,2 points de pourcentage. Les socialistes ont perdu 2%, les libéraux radicaux ont perdu 1,5%. Il y a eu un vote, on pourrait presque dire, un peu anti-establishment qui a contribué à la progression des Verts et des Verts libéraux. La prochaine échéance, c'est l'élection des 7 ministres du gouvernement qui seront désignés par les 2 chambres parlementaires, donc plébiscitées ce week-end par les électeurs suisses. À quoi peut-on s'attendre lors de cette future désignation ? Alors évidemment que la progression très forte des Verts et des Verts libéraux va alimenter des discussions autour du fameux 7e siège. On a une formule un peu spéciale en Suisse où les grands partis se partagent les sièges du Conseil fédéral. Maintenant, les Verts sont devenus plus forts que le 4e parti du gouvernement, le Parti démocrate chrétien. Et donc les Verts, soutenus par les Verts libéraux, vont certainement demander à avoir un siège au Conseil fédéral. Au détriment de qui? C'est la question. En tout cas, il y aura des discussions. Je ne m'attends pas à des changements à tout court terme, donc pas cette année-ci en décembre, mais il se pourrait bien, si les Verts continuent cette progression, ou en tout cas stabilisent cette progression, il se peut qu'il y ait un Vert qui entre au Conseil fédéral dans quelques années. Dans la vallée de l'Arve, les entreprises de décolletage ont bien du mal à trouver des techniciens. Un manque de main-d'œuvre dû à la fois au manque de candidats à la profession et à l'attrait des salaires suisses. Reportage de Public Sénat à Cluses. Nous sommes en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, le cœur du décolletage. Le décolletage consiste à obtenir, en partant d'une barre de métal, par enlèvement de matière, des pièces qui vont aller dans divers domaines, automobiles, aéronautiques. Mécanique de précision, le décolletage emploie aujourd'hui 6000 personnes en Haute-Savoie, terre d'élection du sénateur Cyril Pellevat. Mais la filière n'attire plus assez d'étudiants. Chaque année, ce centre de formation de Cluses forme une vingtaine de techniciens en apprentissage.
Trop peu pour les 500 entreprises de la vallée. On pourrait en former plus parce que la structure permettrait de le faire. Il faudrait trouver des formateurs supplémentaires. Les entreprises seraient demandeuses, mais il y a un vrai frein psychologique lié à l'image globale de l'industrie. Un frein psychologique lié à la mauvaise réputation des filières techniques dans l'enseignement. Il faut faire clairement évoluer la mentalité. Parfois, quand je fais le tour de certains centres de formation, on nous dit que les enfants, les élèves sont intéressés pour venir, mais par contre, au niveau des collèges, ils les déconseillent et ils favorisent la voie traditionnelle. Et c'est aujourd'hui, c'est ce point-là sur lequel il faut qu'on arrive à intervenir en montrant une autre image de ces savoir-faire et de ces métiers qui sont des métiers maintenant à haute valeur ajoutée et qui sont recherchés au niveau du tissu industriel. Ceux qui choisissent cette voie n'auront pourtant aucun mal à trouver un emploi, rémunéré 1 500 à 2 000 € net en début de carrière. Dans la vallée de l'Arve, les entreprises s'arrachent les quelques apprentis formés chaque année, d'autant que la proximité de la Suisse, à moins d'1 heure de route, attire beaucoup de candidats. Nous sommes une entreprise familiale de 130 ans. Nous avons par exemple des pièces pour le marché aéronautique. Voilà. Donc là, c'est pour le marché aéronautique. Donc chaque pièce est identifiée par secteur. Comme ça, le technicien régleur sait pourquoi ça correspond. Des techniciens régleurs, ceux qui règlent les machines de décolletage, Jean-Yves Paturel en cherche désespérément 2, sans succès. J'ai mis un panneau 4x3 au bord d'autoroute. Le recrutement, envie d'évoluer, rejoignez-nous, métier d'avenir. Et en 6 mois, pas eu un appel. Avec 25% de croissance annuelle de son chiffre d'affaires, ce patron de PME a acheté un bâtiment pour s'agrandir. 400 mètres carrés restés vides, faute de techniciens disponibles. Car beaucoup de candidats préfèrent traverser la frontière suisse, où les salaires sont bien plus attractifs. Un salaire suisse, le SMIC est à 4 000 €, alors qu'un SMIC français est 3 fois moins. On ne peut pas lutter contre. Pour permettre aux patrons français de rester compétitifs face aux employeurs suisses, le sénateur Cyril Pellevat voudrait expérimenter des allègements de charges patronales dans les zones frontalières comme la vallée de l'Arve. L'an dernier, il a déposé une proposition de loi au Sénat. Au niveau des charges salariales, en France, on est à 55%. En Suisse, on est aux alentours de 23% sur la partie patronale. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de réduire cette partie-là, mais pas que ça aille dans l'escarcelle de l'employeur, mais plutôt qu'on puisse permettre de rééquilibrer les salaires et de donner plus aux salariés français. Sa proposition s'est heurtée à la règle constitutionnelle de l'égalité de tous devant l'impôt. Seule une révision constitutionnelle pourrait permettre d'expérimenter un alignement des charges patronales sur la Suisse. À Chambéry, le musée savoisien, propriété du département, est en plein chantier. Il devrait rouvrir ses portes début 2021. En attendant, un autre chantier est en cours, beaucoup plus discret, celui-ci, celui des collections. Mais l'évacuation de quelques 100 000 objets ne s'improvise pas. Fragile et sensible à la poussière, aux vibrations, aux chocs et aussi aux manipulations, les collections doivent être particulièrement choyées lors de ce déménagement. C'est un reportage de Fanette de Buisson. Vous avez un reconditionnement en boîte pour les robes les plus fragiles. Donc on les met à plat, comme ça il n'y a plus de tension sur le haut de la robe. Un nouvel écrin pour cette robe historique, c'est tout l'enjeu de ce qui se déroule ici à Chambéry, à l'abri des regards. Parallèlement à la rénovation du musée savoisien, le chantier des collections a commencé il y a 7 ans. Chaque objet est nettoyé, reconditionné, référencé. Un travail de fourmi qui a permis au musée de compter près de 100 000 objets dans ses collections, contre 70 000 initialement. C'est vrai que c'est un peu une surprise, mais on était sur des collections qui n'étaient pas ou peu informatisées, qui ont été collectées depuis 1864. Donc il y avait beaucoup de cahiers d'inventaire, mais avec des périodes entre guillemets plus ou moins sombres. Les rénovations sont souvent accompagnées de chantiers des collections parce qu'il faut assurer le déménagement, la traçabilité des collections. Pour ce chantier titanesque, les 22 agents du musée sont sollicités. Comme tous ses collègues, Fabienne, assistante communication, a été formée à ces différents protocoles. Je suis en train d'aspirer les petits œufs de mythe. Et ce qui est génial, c'est que du coup, en tout cas pour moi, c'est que ça me donne vraiment une vision globale des collections du musée. Pour la collection textile, près de 800 pièces sont à nettoyer et reconditionner. L'ensemble a été traité plutôt contre les insectes grâce à l'anoxie, une bulle géante qui les prive d'oxygène. Un protocole a aussi été établi pour chaque type d'objet. Tout a été pensé et anticipé. La plupart des conditionnements sont réalisés sur mesure par les équipes du musée.
Donc après le dépoussiérage, nous effectuons le récollement, donc sur une base de données là que nous avons acquis. Alors là, ça va être la carte d'identité de l'objet. On va lui donner son nom, donc ici la robe. On va la décrire. On va ensuite prendre toutes les informations qu'on connaît sur la robe. Donc il y a son numéro d'inventaire. Il y a éventuellement à qui elle a appartenu, où elle était portée. Donc ici, par exemple, à Saint-Sorlin-d'Arves, etc., etc. On remplit tout ça. Surtout, on va donner son état de conservation. Chaque objet est ensuite photographié et référencé dans la base de données. À terme, l'objectif est de la rendre accessible au plus grand nombre. Près de 70% des collections du musée savoisien ont déjà été recollées. Le chantier se poursuit en attendant la réouverture au public du parcours permanent et la construction de réserves pour accueillir ces milliers de trésors. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces images de la station de Tignes. Depuis le 9 octobre, elle a ouvert ses pistes sur le glacier de la Grande Motte. Les plus chanceux ont pu en profiter, comme vous allez le voir sur ces images. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée. Et nous, on se retrouve ce mardi pour un nouvel accès direct. On parlera du groupement des producteurs de volailles de Savoie avec sa présidente et on parlera musique avec le festival Jazz Contrebande. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 21h le documentaire Handicap en terre népalaise. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Passez une très belle soirée. Bye bye.